Nichée dans l'immensité de l'océan Pacifique se trouve Nauru, une minuscule nation insulaire si méconnue qu'elle est souvent absente des cartes du monde. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille ou son isolement, l'histoire de Nauru est tout simplement stupéfiante. Ce n'est pas un simple paradis tropical, c'est un lieu où la réalité dépasse parfois la fiction. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets de l'une des destinations les moins visitées et les plus déconcertantes du monde? Restez avec nous, car ce que vous allez apprendre va vraiment vous ébahir. Imaginez un chef de la police commandant une Lamborghini pour ensuite réaliser qu'il est trop corpulent pour s'y installer. Une illustration frappante des contrastes extrêmes entre richesse et santé sur cette île énigmatique. Curieusement, le nom Nauru signifie « rire ». En finnois, une ironie pour un lieu rempli de contradictions. De la pauvreté à la corruption, en passant par les centres de détention à ciel ouvert, Nauru est une terre paradoxale qui défie toutes les attentes. Une minuscule île cachée dans l'immensité bleue de l'océan Pacifique. Quand on parle d'isolement, ce n'est pas une exagération. Nauru est comme une pointe d'épingle sur le globe, flottant à plus de 300 km de son voisin le plus proche, l'île Banaba, située à Kiribati. Si vous souhaitez rejoindre le continent le plus proche, il vous faudrait traverser des milliers de kilomètres d'océan à perte de vue. La grande ville la plus proche, Brisbane en Australie, se trouve à près de 3000 km, soit plus de 5 heures de vol. Oahu, à Hawaï, elle est à plus de 4000 km de Nauru, faisant de cette île l'un des endroits les plus isolés de la planète. Cet isolement extrême n'est pas seulement géographique, il est aussi émotionnel. La solitude plane sur Nauru, une île que peu osent explorer. Entourée de récifs coralliens et de terrains accidentés à l'intérieur, cette petite île garde jalousement ses secrets. Sans port naturel, et avec un unique aéroport international proposant des vols limités, atteindre Nauru est un défi. Venir ici n'est pas juste un voyage, c'est une aventure qui exige de la détermination et une curiosité sans bornes. Mais c'est justement cet éloignement qui rend Nauru si unique. Son environnement préservé a donné naissance à une biodiversité rare, une bulle écologique qui est restée relativement intacte face au développement moderne. Les récifs coralliens qui bordent son littoral offrent une fenêtre sur un monde sous-marin immaculé. Au cœur de l'île, le temps semble ralentir et la nature reprend ses droits. Nauru abrite un écosystème rare, une merveille que l'on a peu l'occasion de contempler. Un certain mystère entoure Nauru et continue de fasciner même les voyageurs les plus chevronnés. Son isolement lui a permis de préserver un mode de vie qui a disparu dans bien des régions du monde. Ici, bien que l'espace soit restreint, la nature reste sauvage et vibrante, tandis que l'île elle-même semble figée dans le temps. Dans les chapitres suivants, nous plongerons plus en profondeur dans la vie de ceux qui habitent ce paradis isolé et nous explorerons comment il s'adapte à l'une des régions les plus reculées de la planète. Comment vit-on dans un lieu où le reste du monde semble si lointain? Nauru, une minuscule nation insulaire du Pacifique, s'étend sur seulement 21 km², ce qui en fait le troisième plus petit pays du monde après la Cité du Vatican et Monaco. Imaginez un pays si compact qu'il est plus petit que la plupart des quartiers des grandes métropoles animées. Vous pouvez faire le tour de toute l'île en 30 minutes seulement, un exploit difficile à croire pour tout voyageur moderne. Ce qui est encore plus intriguant, c'est qu'il n'existe aucun grand centre urbain. À la place, la carte de l'île met en avant des bâtiments individuels plutôt que des villes, une particularité unique qui reflète le mode de vie condensé de cette île isolée. L'infrastructure ici est tout aussi fascinante. Les routes longent principalement le littoral, formant une boucle d'environ 30 km de voies goudronnées. Mais il y a un détail surprenant. La seule piste d'atterrissage de l'île coupe directement la route principale. Lorsqu'un avion atterrit ou décolle, les voitures doivent s'arrêter et attendre, exactement comme un passage à niveau dans d'autres régions du monde. Nauru ne possède qu'un seul aéroport international, et ses opérations sont modestes, reflétant les infrastructures limitées de l'île. Contrairement à la plupart des pays, il n'existe aucun développement industriel massif. Si cela permet à Nauru de préserver son charme naturel, cela entraîne également des défis considérables. L'île n'a pas de système de transport public et une grande partie de son infrastructure actuelle est héritée de son passé axé sur l'exploitation du phosphate. Cette industrie unique a autrefois apporté une immense richesse à l'île,
Mais elle a aussi laissé une empreinte durable sur son environnement et son économie. Ce minuscule paradis a connu un âge d'or avant de traverser des événements qui l'ont changé à jamais. L'histoire de Nauru, passée de la richesse à la ruine, est l'une des transformations les plus stupéfiantes que vous puissiez imaginer. Restez avec moi pour découvrir les sombres vérités derrière l'histoire de cette île, des vérités qui risquent de vous surprendre. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous aimez les récits comme celui-ci, abonnez-vous et activez les notifications. Votre soutien fait toute la différence et nous permet de continuer à vous proposer du contenu fascinant. Marché conclu. Notre histoire commence en 1798, lorsque le capitaine britannique John Farne découvre une île luxuriante et préservée au cœur du Pacifique. Il est tellement captivé par sa beauté paisible qu'il la baptise Pleasant Island, l'île agréable. À cette époque, Nauru abrite une petite population indigène vivant en harmonie avec la nature. Leur quotidien reposait sur la pêche, l'agriculture et des coutumes traditionnelles transmises de génération en génération. Cependant, l'arrivée des Européens marqua le début d'un changement radical. Les premiers contacts entraînèrent des échanges de marchandises, mais avec eux vinrent aussi l'alcool, le tabac et les armes à feu. Des éléments qui perturbèrent rapidement le mode de vie pacifique des Nauruans. La situation s'aggrava et en 1870, une altercation sous l'emprise de l'alcool déclencha une guerre civile sanglante qui dura près de 10 ans. Ce conflit ravagea la population, réduisant d'un tiers le nombre d'habitants. En 1888, l'Empire allemand prit le contrôle de Nauru, imposant une administration coloniale qui supprima les traditions indigènes et instaura des lois occidentales. La culture de l'île fut éclipsée par les ambitions des puissances européennes, laissant les Nauruans à la merci des politiques coloniales. Mais c'est la découverte de vastes gisements de phosphate au début du XXe siècle qui allait bouleverser à jamais le destin de Nauru. Le phosphate, un ingrédient clé dans la fabrication des engrais, transforma cette minuscule île en puissance économique mondiale durant les années 1970 et 1980. Pendant un court instant, les Nauruans connurent une richesse sans précédent. Les produits de luxe affluaient, et le pays se modernisait à une vitesse fulgurante. Mais cette prospérité fut de courte durée. La mauvaise gestion, la corruption et l'absence de diversification économique laissèrent Nauru entièrement dépendante de ses réserves de phosphate. À la fin des années 1990, les gisements étaient presque épuisés, plongeant le pays dans une crise économique profonde. Restez avec moi alors que nous explorons comment une ressource si abondante a pu apporter une richesse inimaginable et la chute brutale qui s'en est suivie. Et avant de poursuivre, un petit rappel. Si ce voyage vous passionne, abonnez-vous et activez les notifications. Votre soutien nous permet de continuer à partager des histoires incroyables comme celle-ci. En 1899, le géologue britannique Albert Ellis fit une découverte qui allait changer à jamais le destin d'une minuscule île du Pacifique. Lors d'une visite au bureau de la Pacific Islands Company à Sydney, il remarqua qu'un simple rocher servant de cale-porte était en réalité riche en phosphate, un minéral essentiel à la fabrication d'engrais. Cette révélation mit l'île méconnue de Nauru sur la carte du monde. Peu après cette découverte, l'extraction du phosphate commença sur l'île et s'intensifia rapidement. Au fil des décennies suivantes, les exploitations minières ont consumé plus de 80% des terres de Nauru. Ces riches dépôts ont alimenté l'agriculture mondiale, transformant Nauru en un acteur clé de l'économie internationale. Cependant, cette prospérité eut un prix élevé. Le paysage de l'île fut ravagé, laissant une terre stérile et dévastée, privée de sa beauté naturelle. Lorsque Nauru obtint son indépendance en 1968, elle prit le contrôle de ses réserves de phosphate et créa le Nauru Phosphate Royalties Trust pour gérer cette richesse. Pendant un court instant, cette petite île devint la nation la plus riche du monde par habitant, accumulant plus d'1 milliard de dollars. L'argent coulait à flot et l'avenir semblait sans limite. D'un simple cale-porte à une fortune inimaginable, l'histoire du phosphate de Nauru est extraordinaire. Qu'auriez-vous fait avec une telle richesse? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Pendant un bref moment de l'histoire, Nauru était un symbole de richesse et de prospérité. La fortune récente, issue de l'extraction du phosphate,
permit à de nombreux Nauruans de mener une vie luxueuse. Le gouvernement ne regardait pas à la dépense, finançant des projets somptueux et important des produits haut de gamme. De grandes infrastructures virent le jour sur l'île, notamment un hôpital prestigieux, des hôtels de luxe et même Air Nauru. Une compagnie aérienne reliant cette petite nation au reste du monde. La réputation de Nauru en tant que l'un des pays les plus riches par habitant semblait inébranlable. Mais l'âge d'or fut de courte durée. La gestion de la fortune issue du phosphate fut entachée par la corruption et la mauvaise administration. Au lieu d'investir dans des industries durables ou de diversifier l'économie, les dirigeants de Nauru se reposèrent entièrement sur l'extraction du phosphate comme unique moteur économique. À la fin des années 1990, les réserves étaient presque épuisées, plongeant l'île dans un effondrement économique. Cette dépendance excessive à une seule ressource laissa Nauru dans une situation critique. Avec des dépôts de phosphate épuisés, l'île se retrouva dévastée sur le plan environnemental. Ses terres devenues infertiles et son économie incapable de subvenir aux besoins de sa population. Le mode de vie luxueux jadis savouré par de nombreux Nauruans s'est rapidement effondré, laissant la population faire face aux conséquences d'une mauvaise gestion financière et d'une catastrophe écologique. Pour aggraver la crise, Nauru devint l'une des nations les plus touchées par l'obésité. Plus de 80% de la population est en surpoids et près de 40% souffrent de diabète de type 2. La dépendance aux aliments transformés importés, combinée à la perte des terres fertiles, a déclenché une épidémie d'obésité choquante. Mais quels facteurs cachés ont aggravé cette crise sanitaire? Restez avec nous pour découvrir les dessous de l'ascension, de la chute et des luttes actuelles de Nauru. Autrefois, les Nauruans vivaient en harmonie avec leur environnement, se nourrissant des richesses naturelles de leur île. Poissons frais, noix de coco et produits locaux cultivés sur place. Ces aliments riches en nutriments ont permis à des générations de rester en bonne santé et actives. Mais cet équilibre avec la nature n'a pas duré. Des décennies d'extraction intensive de phosphate ont épuisé la fertilité des sols, rendant Nauru incapable de produire sa propre nourriture. À mesure que l'agriculture devenait impossible, les Nauruans ont dû se tourner vers des aliments importés et transformés. Riches en matières grasses, en sucre et en sel, ces produits ont remplacé leur régime traditionnel sain. Avec le temps, ce changement alimentaire a provoqué une montée en flèche de l'obésité, du diabète, de l'hypertension et d'autres problèmes de santé. Aujourd'hui, plus de 80% de la population de Nauru est considérée comme en surpoids et près de 40% souffrent de diabète de type 2. Les perceptions culturelles ont également contribué à cette crise. Historiquement, dans les sociétés du Pacifique, l'embonpoint était perçu comme un signe de prospérité et de réussite. Les chefs et les leaders communautaires arboraient souvent un ventre imposant comme symbole de richesse et de pouvoir. Cette association a renforcé des habitudes alimentaires néfastes et normalisé l'obésité comme marqueur de statut social. La situation s'est aggravée avec des accords commerciaux obligeant Nauru à importer des aliments de faible qualité et peu nutritifs. Des produits comme les queues de mouton et de dinde, très grasses, sont devenus courants dans l'alimentation nauruane. Les tentatives de certaines nations du Pacifique, comme les Samoa, d'interdire ces produits se sont heurtées à une forte opposition de leurs partenaires commerciaux. Par exemple, les Samoa ont risqué d'être exclus de l'accord de partenariat transpacifique en tentant de limiter l'importation de viande malsaine. Nauru, avec encore moins de poids diplomatique, n'a eu d'autre choix que d'accepter ces conditions défavorables. Un autre facteur vient compliquer la situation, l'hypothèse du gène économe. Cette théorie suggère que les ancêtres des peuples du Pacifique ont développé une capacité à stocker les graisses efficacement pour survivre aux périodes de famine. Aujourd'hui, cette prédisposition génétique, combinée à une abondance d'aliments transformés et à un mode de vie sédentaire, pourrait alimenter l'épidémie d'obésité. Les problèmes de santé publique de Nauru ne s'arrêtent pas à l'obésité. L'île affiche également le taux de consommation de tabac le plus élevé au monde. Associé aux maladies liées à l'obésité, le tabagisme pèse encore davantage sur le système de santé, réduisant l'espérance de vie et aggravant les défis auxquels la nation est confrontée. Avec l'épuisement de ses réserves de phosphate et une économie en ruine, Nauru a cherché des sources de revenus alternatives et controversées.
Au début des années 2000, l'île est brièvement devenue un paradis fiscal, facilitant le blanchiment d'argent. Mais sous la pression internationale, cette opportunité a été rapidement fermée. Dans une tentative désespérée de survie, Nauru a accepté un accord hautement controversé. Accueillir un centre de traitement offshore pour les demandeurs d'asile à destination de l'Australie. Cet accord a conduit à la création du Centre régional de traitement de Nauru, où les réfugiés arrivant par bateau étaient détenus sur cette île isolée. Pour Nauru, cela représentait un soulagement économique indispensable. Pour les réfugiés, en revanche, c'était un cauchemar. Des installations surpeuplées, des soins médicaux insuffisants et des années d'incertitude ont marqué leur quotidien dans ces centres de détention. Ces conditions ont suscité une indignation mondiale, mais seules des réformes limitées ont suivi. Le manque de transparence autour de ce centre de traitement a encore attisé les critiques. En 2015, le gouvernement de Nauru a temporairement interdit Facebook, limitant les débats publics et la critique de ses politiques. Les conditions d'entrée sur l'île sont devenues presque impossibles à remplir, empêchant de fait les journalistes et les militants des droits de l'homme d'y accéder. Ce manque d'ouverture a valu à Nauru le surnom de prison à ciel ouvert, non seulement pour les réfugiés, mais aussi pour la nation elle-même. Comment une île aussi isolée peut-elle se remettre d'un chapitre aussi controversé? Restez avec nous pour découvrir le prochain défi qui attend Nauru et son peuple. Nauru, une nation insulaire isolée du Pacifique, se distingue à bien des égards. Parmi ses particularités, on note l'absence d'une capitale officielle et d'une force militaire. Des caractéristiques inhabituelles qui la différencient de presque tous les autres pays du monde. Contrairement à la plupart des pays où la capitale est le centre du gouvernement et du commerce, Nauru fonctionne autrement. Cette petite île, qui s'étend sur seulement 21 km², ne possède pas de capitale désignée. Les bureaux du gouvernement et les activités administratives sont regroupés dans le district de Yaren, souvent considéré comme la capitale de facto. Mais ce statut n'a rien d'officiel. L'absence d'une capitale formelle reflète la nature compacte de l'île, où les fonctions essentielles sont réparties entre plusieurs districts. Pour les environ 10 000 habitants de Nauru, cette organisation décentralisée fonctionne parfaitement, prouvant qu'une ville centrale n'est pas toujours indispensable à une gouvernance efficace. Encore plus surprenant, Nauru a choisi de se passer totalement d'armée. L'île ne possède ni forces armées, ni chars, ni bases militaires. À la place, elle s'appuie sur un accord de longue date avec l'Australie, qui assume la responsabilité de sa défense. Ce partenariat dure depuis des décennies et permet à Nauru d'éviter les défis financiers et logistiques liés au maintien d'une force militaire. Avec une population plus petite que celle de nombreux quartiers urbains, la mise en place d'une armée serait une entreprise coûteuse et peu viable. En confiant sa défense à l'Australie, Nauru peut réorienter ses ressources limitées vers des secteurs cruciaux comme l'éducation, la santé et les infrastructures. La sécurité intérieure est assurée par une petite force de police locale, garantissant la paix et l'ordre parmi les habitants de l'île. Cette stratégie de défense n'est pas propre à Nauru. D'autres nations du Pacifique, comme Tuvalu et les îles Marshall, ont des accords similaires avec des puissances plus grandes. Dans une région où les distances entre les îles sont vastes et les populations réduites, s'appuyer sur des pays voisins pour la protection permet à ces nations de se concentrer sur leur développement sans avoir à supporter le fardeau d'une armée. L'approche peu conventionnelle de Nauru en matière de gouvernance et de défense témoigne de son adaptabilité. Pourtant, ces choix mettent aussi en lumière les défis auxquels cette nation est confrontée, entre ressources limitées, isolement géographique et histoire complexe. Nauru, l'une des nations les plus petites et les plus isolées du monde, est un lieu de paradoxe, à la fois magnifique et isolé, offrant un mélange intrigant d'attraits naturels et d'accessibilité complexe. Niché dans l'immensité de l'océan Pacifique, l'extrême éloignement de Nauru en fait l'un des pays les moins visités de la planète, attirant seulement environ 200 visiteurs par an. Ce chiffre contraste fortement avec des destinations prisées comme Hawaï ou les Maldives, qui accueillent des millions de touristes chaque année. Situé à environ 3000 km de la côte est de l'Australie et à 4500 km d'Hawaï, l'isolement de Nauru ajoute à son mystère. Pour les voyageurs en quête d'aventure,
ou se fasciner par les coins les plus méconnus du monde, Nauru offre une destination rare et unique. Pourtant, son inaccessibilité signifie qu'elle reste largement inexplorée. Les vols vers Nauru sont rares, avec Nauru Airlines comme unique compagnie aérienne desservant l'île. Les vols peu fréquents de la compagnie, qui relient l'île à quelques nations du Pacifique et à l'Australie, s'accompagnent souvent de tarifs élevés, rendant le voyage coûteux et peu pratique pour de nombreux voyageurs. Ajoutant une couche supplémentaire de complexité, le processus d'obtention de visa pour Nauru est réputé difficile. Les demandeurs doivent faire face à une procédure rigoureuse et chronophage, impliquant souvent plusieurs semaines d'échanges avec les autorités gouvernementales. Pour ceux qui espèrent découvrir cette île lointaine, surmonter les obstacles logistiques et administratifs n'est pas une tâche aisée. Avec des vols limités, des billets onéreux et une procédure de visa exigeante, Nauru maintient son exclusivité, restant un joyau rare réservé aux voyageurs les plus déterminés. L'isolement même de l'île contribue à son attrait, tout en renforçant son statut de l'un des endroits les moins visités au monde. Nauru, avec son littoral escarpé et sa beauté naturelle préservée, est une destination rare et exclusive. Cependant, s'y rendre n'est pas chose aisée. Le gouvernement de l'île impose des restrictions strictes aux voyageurs, en particulier aux médias internationaux. Les journalistes doivent suivre un processus long et coûteux pour obtenir un visa presse, souvent assorti de frais exorbitants et d'une surveillance rigoureuse. L'équipement de tournage, y compris les drones, est régulièrement interdit ou confisqué, empêchant les visiteurs de documenter leur expérience sans autorisation officielle. Ce niveau de secret ajoute au mystère de l'île, faisant de Nauru l'un des endroits les moins représentés et explorés dans les médias internationaux. Pour ceux qui parviennent à atteindre Nauru, l'expérience est unique. L'isolement de l'île a involontairement préservé son environnement naturel et son patrimoine culturel. Le terrain accidenté de Nauru et ses récifs coralliens offrent une rare opportunité d'explorer le Pacifique avant que la modernisation ne transforme une grande partie de la région. Avec une population d'environ 10 000 habitants, la culture de l'île est restée à l'abri du tourisme de masse. Les habitants de Nauru ont conservé un mode de vie qui devient de plus en plus rare dans le monde moderne. Visiter Nauru donne l'impression de plonger dans un coin exclusif et presque oublié de la planète, où l'on peut découvrir une culture et un environnement que peu de gens auront la chance de voir de leurs propres yeux. Nauru, bien que naturellement magnifique, demeure un mystère pour une grande partie du monde, en grande partie à cause de son contrôle strict de l'information. Ces dernières années, le pays a fait l'objet d'une attention internationale soutenue en raison de son rôle dans l'hébergement d'un centre de traitement offshore pour les demandeurs d'asile, un accord controversé avec l'Australie qui a suscité de nombreuses critiques de la part des organisations de défense des droits humains et des médias. Dans une tentative de contrôler le récit, le gouvernement nauruan a imposé des restrictions sévères aux journalistes et aux visiteurs étrangers. L'accès des médias est fortement surveillé, et les journalistes sont souvent soumis à une supervision étroite durant leur séjour. L'équipement de tournage est fréquemment confisqué, et même les appareils personnels peuvent être fouillés pour empêcher toute documentation non autorisée de zones ou d'enjeux sensibles. Ce contrôle rigoureux crée une atmosphère où Nauru reste entouré de secrets, avec une grande partie de ses affaires internes tenues à l'écart du regard extérieur. Pour ceux qui s'intéressent à l'intersection entre la géopolitique moderne et la vie traditionnelle insulaire, Nauru représente un sujet d'étude fascinant mais insaisissable. Les défis liés à son accès, combinés aux problématiques complexes entourant le traitement des demandeurs d'asile, font de Nauru une destination intrigante pour les voyageurs et les chercheurs, même si elle reste largement en dehors des circuits touristiques habituels. Le mélange unique d'isolement et de controverses internationales a maintenu Nauru dans l'ombre, en faisant l'une des nations les moins comprises au monde. L'histoire de Nauru est un exemple tragique de richesse mal gérée, de dévastation environnementale et de la résilience d'une petite nation insulaire. Autrefois un paradis luxuriant, le paysage de l'île a été irrémédiablement marqué par des décennies d'exploitation minière du phosphate, laissant de vastes zones de son intérieur ressembler à un désert aride. Les dégâts environnementaux causés par ces activités minières ont eu des conséquences profondes,
affectant non seulement l'écosystème de l'île, mais aussi son économie et son mode de vie. Le phosphate, un minéral qui a propulsé Nauru de l'obscurité à l'une des nations les plus riches par habitant au milieu du XXe siècle, est également la cause de son déclin. Découverts au début des années 1900, les dépôts de phosphate ont transformé l'île en un centre d'exploitation minière, avec de grandes quantités de minéral exportées vers des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. L'industrie du phosphate, en plein essor, semblait promettre une prospérité sans fin pour les habitants de l'île. Cependant, cette période de richesse eut un coût. Dès les années 1960, plus de 80% de la surface de Nauru avait été exploitée, laissant l'île méconnaissable. Ce qui était autrefois une terre fertile et verdoyante est devenu une vaste étendue désolée de calcaire déchiqueté. La destruction environnementale a été dévastatrice. Les activités agricoles prospères de l'île, telles que la culture de la noix de coco et de la banane, ont presque totalement disparu. Avec si peu de terres fertiles restantes, Nauru est devenue fortement dépendante des importations alimentaires, mettant encore plus à mal son économie et rendant toute autosuffisance impossible. Cet effondrement environnemental a entraîné des problèmes profonds qui continuent d'affecter l'économie de Nauru et la qualité de vie de ses habitants. L'effondrement environnemental de Nauru n'a pas seulement affecté ses terres, il a aussi eu un impact profond sur la biodiversité et le mode de vie de l'île. L'extraction du phosphate, qui a privé l'île de son sol fertile, a également perturbé les habitats de ces espèces indigènes uniques. La petite taille de Nauru et son isolement géographique la rendaient déjà vulnérable aux défis écologiques, et les dégâts causés par l'exploitation minière ont accéléré ce déclin. L'équilibre fragile entre la terre, la mer et le peuple nauruan a été gravement perturbé. La pêche, autrefois un élément vital de la culture et de l'économie de l'île, a également été affectée par les dégâts environnementaux. La pollution issue des déchets miniers a contaminé l'environnement marin, notamment les récifs coralliens et les eaux côtières. Alors que les populations de poissons diminuaient, les moyens de subsistance des pêcheurs locaux étaient menacés, et le lien de l'île avec la mer, qui l'avait nourrie pendant des générations, a commencé à s'affaiblir. De nombreuses pratiques traditionnelles, autrefois essentielles à la culture de Nauru, ont été abandonnées ou modifiées en raison de ces changements. La perte de ces traditions culturelles est un rappel douloureux de la manière dont la destruction de l'environnement peut avoir des effets durables sur l'identité d'une communauté. Le lien entre la terre, la mer et le peuple, autrefois si fondamental dans la vie nauruane, a été rompu, laissant un vide culturel difficile à combler. Malgré les avertissements des experts environnementaux dès les années 1960, le gouvernement a poursuivi les opérations minières à un rythme effréné, ignorant en grande partie les conséquences à long terme. Bien que le phosphate ait apporté une richesse immense à l'île, finançant des infrastructures et des programmes sociaux, il a également posé les bases du déclin futur de Nauru, tant sur le plan environnemental qu'économique. Dès les années 1980, la crise environnementale de Nauru avait atteint un point critique. Les dégâts causés par des décennies d'exploitation minière étaient si graves que les dirigeants de l'île ont envisagé de déplacer toute la population en Australie, en Nouvelle-Zélande ou sur d'autres îles du Pacifique. En 1962, le Premier ministre australien Robert Menzies a même reconnu la responsabilité de l'Australie dans l'aide à Nauru pour planifier un avenir plus durable, compte tenu des richesses générées par les réserves de phosphate de l'île. Cependant, malgré ces perspectives sombres, les habitants de Nauru ont choisi de rester. Quitter leur terre natale était impensable pour beaucoup, car l'île n'était pas seulement un lieu de résidence, mais une partie profonde de leur héritage culturel et ancestral. Alors que nous entrons en 2024, la dévastation environnementale causée par l'exploitation du phosphate reste l'un des plus grands défis de Nauru. Les efforts pour réhabiliter les terres sont lents et coûteux, avec des projets de reboisement en cours, mais l'ampleur des dégâts rend la récupération extrêmement difficile. Les ressources de l'île, autrefois abondantes, sont désormais largement épuisées, laissant peu d'espoir pour un redressement rapide. Pendant des siècles, le peuple de Nauru a prospéré en harmonie avec l'environnement de son île, s'appuyant sur la pêche, l'agriculture et le commerce des noix de coco pour subvenir à ses besoins.
Leurs pratiques durables leur permettaient de vivre de la terre tout en entretenant un lien profond avec leur environnement. Mais lorsque l'extraction du phosphate a commencé à s'intensifier au cours du XXe siècle, tout a changé. La terre autrefois luxuriante et fertile de l'île s'est transformée en un désert aride, laissant les habitants de Nauru confrontés à d'immenses défis. La perte de terres cultivables, la rareté des ressources en eau douce et la dépendance croissante aux puissances étrangères pour survivre ont plongé l'île dans une incertitude inquiétante. Malgré les ravages environnementaux généralisés, quelques endroits sur l'île demeurent des symboles de ce qu'était autrefois Nauru. L'un de ces lieux est le lagon de Buada, un plan d'eau douce situé à l'intérieur des terres et entouré d'une végétation tropicale. En contraste frappant avec les zones exploitées par les mines, le lagon de Buada est un sanctuaire de biodiversité, abritant des plantes indigènes, des oiseaux et une faune aquatique variée. Cette petite oasis est un témoignage puissant de la beauté originelle de l'île et offre une lueur d'espoir pour l'avenir de l'environnement de Nauru. Non seulement le lagon de Buada est d'une importance écologique majeure, mais il possède aussi une grande valeur culturelle pour le peuple de Nauru. C'est un lieu de contemplation, de détente et de communion avec la nature. Pour ceux qui ont la chance de visiter l'île, la chaleur et l'hospitalité des Nauruans laissent une impression durable. Les habitants sont réputés pour leur ouverture et leur désir de partager leurs histoires, offrant ainsi un aperçu de l'histoire riche mais semée d'embûches de l'île. Visiter Nauru, c'est vivre une expérience mêlant le charme unique de l'île à ses défis. Un voyageur a raconté une interaction amusante avec un habitant. « Quel est ton nom ? » ?»« Mon nom est Soirée des enfants. »« Moi, c'est Anthony, enchanté. » Cet échange humoristique illustre parfaitement la chaleur et l'hospitalité que les Nauruans réservent aux visiteurs. Sur l'île, la vie suit un rythme paisible et la petite population favorise un esprit de communauté où tout le monde se connaît, créant ainsi une atmosphère de familiarité rare dans le monde moderne. Malgré sa taille réduite, seulement 21 km², Nauru est divisé en 14 districts. Un visiteur a fait remarquer en riant « C'est drôle qu'une si petite île ait autant de districts. Il ne faut que 2 minutes en voiture pour traverser un État. » Cette disposition géographique particulière reflète le caractère unique de Nauru, où les communautés sont distinctes tout en restant très proches les unes des autres. Bien qu'il soit possible de faire le tour de l'île en moins d'1 heure, chaque district a sa propre personnalité, donnant à l'île une impression de grandeur inattendue. Alors que Nauru fait face à des défis environnementaux, économiques et à un monde en constante évolution, la préservation de sa culture est essentielle. Ces traditions profondément enracinées continuent de façonner la vie sur l'île et servent de guide à son peuple dans un avenir incertain. Malgré les épreuves, la résilience des Nauruans et leur sens de la communauté restent les piliers de la survie de l'île. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.